Ya Limadat, bonjour, je vous souhaite la bienvenue à tous sur Ismaili TV. Que vous soyez de Lyon, de Majunga, de Sherbrooke ou encore d'une autre partie du monde, je suis très heureux de vous présenter ce premier épisode de Rendez-vous en ce dimanche 25 octobre. Je me présente, je m'appelle Shayan Ganji et je viens tout droit de Paris où j'étudie depuis maintenant 3 ans. Cela est bien évidemment en lien avec notre thème du jour qui est la poursuite d'études à l'étranger. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur car j'ai moi-même eu l'opportunité d'étudier dans 3 villes francophones différentes que sont Tananarive, Paris et Montréal. Les lycéens ont repris le chemin de l'école il y a quelques semaines maintenant et la question de l'orientation se pose sûrement pour certains d'entre eux. Rester dans son pays ou s'expatrier. Quitter peut paraître attrayant, mais vous vous en doutez, il ne suffit pas de préparer ses valises et d'embarquer dans le premier avion. Entre choix du pays, candidature et démarches administratives, la préparation doit être bien sûr anticipée. Dans un instant, nous aurons l'occasion d'échanger avec Rania Iman Virji, Shaz Kassimali, Shaheen Ramji et Diba Jiva, qui nous partageront chacun leur expérience à Londres, Montréal, Lausanne et Madrid. De votre côté, vous n'avez qu'une chose à faire, vous installer confortablement, tout en appréciant votre thé ou votre café comme moi, sans oublier bien sûr votre pain au chocolat à côté. Alors à tout de suite. Ya Limadat Rania Iman, Shaz, Shaheen et Diba, vous nous rejoignez aujourd'hui depuis 4 villes différentes. Rania Iman est à Londres, Shaz à Montréal, Shaheen est à Lausanne et Diba nous rejoint depuis Toronto. C'est une coïncidence où vous êtes tous dans le domaine scientifique, mais heureusement, les informations et les conseils que vous partagerez sont applicables à tous. Alors, si on remonte un peu dans le temps, vous avez tout obtenu votre baccalauréat en France et à Madagascar pour toi, Shaheen, et suite à ça, vous avez décidé de vous envoler vers différents horizons pour continuer vos études. Et justement, toi, Rania Iman, tu as intégré UCL, University College London, en filière ingénierie et sciences médicales. Alors dis-nous, pourquoi avoir choisi l'Angleterre pour la suite de ton parcours? Alors j'ai choisi l'Angleterre parce que ce cursus, il y a 3 ans, n'existait pas en France. Il combine l'ingénierie, la technologie et la médecine. Et c'est vrai que les études supérieures en Angleterre permettent vraiment de développer d'autres compétences par le biais de la vie associative et par l'ouverture sur l'international, que ce soit avec les étudiants, les conférences, les stages. Et la contribution de l'étudiant est vraiment valorisée et encouragée dans tous les domaines. En effet, tu as raison, Londres est une ville très internationale. Et toi, Shaz, tu es à l'université McGill à Montréal en anatomie et biologie cellulaire. Qu'est-ce qui t'a amené à poursuivre tes études au Canada? J'ai choisi le Canada pour 3 raisons. De un, j'ai toujours voulu vivre en Amérique du Nord ou dans un pays anglophone en général, puisque l'anglais c'est la langue avec laquelle je suis le plus à l'aise. Et puis, étant française au Québec, on a des privilèges en soi. Donc moi, je peux avoir l'assurance maladie du Québec ou par exemple, je paye aussi le tarif canadien et non international. Et puis j'ai aussi voulu voyager et un peu sortir de la bulle européenne. C'est vrai, Montréal est une très belle ville et les avantages que tu as mentionnés ne sont pas négligeables. Shaheen, contrairement à Rania Iman et Shaz, tu as préféré la Suisse et tu as fait des études en microtechnique et robotique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Alors, pourquoi avoir fait ce choix? Alors, c'est une très bonne question. Alors, en fait, quand j'étais en terminale et qu'on devait se décider où est-ce qu'on voulait faire nos études, rester à Madagascar, c'était pas du tout une possibilité parce qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité d'études supérieures là-bas. Donc, c'était évident de partir à l'étranger. Et j'ai postulé du coup en Australie, en France et en Suisse. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai été accepté aux 3 endroits. Et mon choix s'est porté sur la Suisse pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça parlait français. Donc comme je parlais pas très bien anglais à la sortie du lycée, ça m'arrangeait.
Il y avait aussi le côté proximité avec l'Europe. Du coup, je pouvais plus facilement voir ma famille, mes amis aussi. Et puis, il n'y avait pas de problème de visa. Comme j'étais français, c'était facile d'avoir accès à l'école. Et puis aussi, c'était beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver aux États-Unis ou en Australie. Donc, toutes ces choses ont ont pesé dans la balance. Et puis, en tout cas, il y avait une chose qui était évidente, c'est que j'avais envie d'un peu de m'évader et d'être un peu livré à moi-même. Donc, j'avais pas trop envie d'être en France pour cette raison. Parce que dès qu'on est proche de la famille et des amis, on n'a pas vraiment cette opportunité d'introspection de soi. Tout à fait, sortir de sa zone de confort peut être une très belle expérience. Toi, Diba, tu étais à l'université McGill comme Chaz, mais tu étais en sciences de la nutrition. Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer ton cursus au Canada et dans cette université spécifiquement? Alors en 2004, quand j'étais au lycée en France, je voulais déjà poursuivre des études en médecine. Et à l'époque, j'ai pensé faire médecine à la fac en France. Et je regardais un petit peu les statistiques. J'ai parlé à des étudiants qui ont fait médecine en France et qui m'ont expliqué comment fonctionne le concours de fin de première année, le fait que beaucoup d'étudiants doivent faire le concours 2 fois de suite et parfois ne le passent pas même après la deuxième année. Donc ce concept d'étudier pendant 1 an ou 2 ans sans être sûr de pouvoir passer le concours après me stressait beaucoup. Et ce n'est pas un concept qui me plaisait en termes d'éducation supérieure. Donc j'ai commencé à regarder les options pour étudier médecine à l'étranger. Et quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte qu'il y avait une option pour étudier médecine en Angleterre en 4 ans, si j'avais déjà une licence. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire d'abord une licence en sciences et ensuite faire médecine en 4 ans. Et donc le cursus total serait de 7 ans, mais c'est un système très différent où il n'y a pas de concours. C'est compétitif pour rentrer, mais quand on est dans le programme, ensuite on est dans le programme jusqu'au bout. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à chercher où est-ce que je pourrais faire une licence. Et j'ai regardé le système français, j'ai regardé le système anglais et j'ai regardé le système canadien. Et ce qui m'a beaucoup plu dans le système canadien, et c'était le seul système qui permettait ça à l'époque, c'était que le cursus que je choisirais me permettrait de prendre des cours dans cette matière à peu près la moitié de mon temps et le reste du temps, je pourrais prendre des cours dans d'autres matières qui m'intéressent. Et c'est quelque chose de très particulier, mais c'est quelque chose qui m'attirait énormément parce que je me suis dit, je peux étudier sciences de nutrition ou sciences d'autre chose et je peux en même temps prendre des cours de maths, de langue, d'anthropologie et tout ça, ça serait inclus dans mon diplôme. Et c'est ça qui m'a vraiment motivée à aller au Canada plutôt que de rester en France. Où en France, si je choisissais un diplôme de biologie, presque tous mes cours seraient en biologie. Ensuite, au Canada, j'ai regardé plusieurs universités. J'ai fait des demandes dans 6 universités en fait. Mais McGill était mon premier choix. Alors pourquoi McGill? J'étais venue à Montréal quand j'avais 10 ans pour un mariage. Donc j'avais visité McGill à l'époque qui m'avait beaucoup plu. Donc je pense que j'avais gardé un souvenir d'enfance qui m'attirait. Au-delà de ça, j'ai de la famille à Montréal. Donc j'avais 17 ans à l'époque. À 17 ans, partir dans un autre pays, c'était quand même très rassurant pour moi et pour ma famille d'avoir mon oncle, ma tante, mes cousins à Montréal pour m'accueillir et m'aider dans mon cursus. Et au-delà de ça, dans l'université elle-même, au Canada, est très reconnue. Donc McGill, si vous avez l'opportunité d'y aller, c'est une très très belle université qui a un campus magnifique. Donc je pense que c'était une combinaison du fait que Montréal était très pratique parce que j'avais de la famille. L'université elle-même est très cotée et je l'avais déjà visitée alors que les autres universités, je n'avais vu qu'un site internet. Et puis il y a une raison de plus pour laquelle le Québec était très attirant en tant qu'étudiante française, c'est que le gouvernement du Québec et le gouvernement de la France ont des accords. Ce qui me permettait de pouvoir faire mes études à McGill ou dans une autre université au Québec, mais de payer
les frais de scolarité comme si j'étais québécoise, pas comme si j'étais une étudiante internationale. Donc quand j'étais à McGill en tant qu'étudiante française, mes frais de scolarité étaient moins chers que les frais de scolarité d'étudiants canadiens parce que j'ai payé les mêmes frais de scolarité que les étudiants de la province, alors que les étudiants canadiens payaient des frais de scolarité pour des Canadiens qui ne sont pas de la même province. Et bien sûr, les frais de scolarité pour les internationaux, donc d'autres pays hors de la France, sont beaucoup plus élevés. Donc le Canada, entre l'accord du prix, la qualité de l'éducation et vraiment le système éducatif qui me permettait de prendre des cours en nutrition, mais aussi de pouvoir découvrir d'autres matières incluses dans mon diplôme, m'ont vraiment attirée. D'accord, et suite à ça, tu as continué tes études à l'université de Nottingham en médecine. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors après avoir fini mon cursus au Canada, j'avais toujours mon objectif de faire des études en médecine et du coup je regardais les options. Une option aurait été de rester au Canada, l'autre option était d'aller en Angleterre comme j'avais prévu dès le départ. Et ce qui m'a vraiment poussée à faire le choix d'aller en Angleterre, c'est que je suis française, donc je voulais que mon diplôme de médecine me permette de pratiquer en France, si je voulais rentrer habiter en France. L'avantage de faire un diplôme en Angleterre, grâce aux accords de l'Union européenne de l'époque, en tant que citoyenne française étudiant en Angleterre pour les études de médecine, mon diplôme était valide en France sans faire aucune équivalence. Donc ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas obtenir si j'étais restée au Canada faire des études de médecine. Faire des études de médecine au Canada sans être citoyen canadien ou résident canadien est aussi très difficile. Les quotas d'admission favorisent vraiment les résidents et les Canadiens. Donc j'aurais été considérée en tant qu'étudiante internationale, ce qui aurait été très compliqué pour obtenir l'admission, alors qu'en Angleterre, à l'époque, ce qui n'est plus le cas à partir de cette année, mais jusqu'à l'année dernière, les résidents français étaient considérés dans le même quota que les étudiants anglais. Et donc, il y avait une facilité d'entrée aussi grâce à ça. Donc, pour moi, c'était clair qu'aller en Angleterre était une bonne idée. Ça me permettait de faire mon diplôme en 4 ans. Ça me permettait de pouvoir pratiquer chez moi. Et il y avait aussi en même temps une facilité d'admission. L'Angleterre offrait aussi à l'époque un système de bourse pour tous les étudiants européens et anglais qui avaient déjà une licence. Donc mon diplôme était un diplôme de 4 ans, mais comme j'avais déjà fait une licence, je ne devais payer que la première année des études de médecine et ensuite les 3 dernières années allaient être payées par le gouvernement anglais. Il n'y avait pas de facteur d'éligibilité pour obtenir cette bourse, il suffisait d'avoir une licence et d'être européen. Et donc, le coût pour étudier le diplôme complet de médecine à cette époque-là était juste le paiement de la première année, qui était de 3 000 pounds, et ensuite, le reste des années, je n'avais pas de frais de scolarité. En Angleterre, j'ai beaucoup regardé les universités, il y a plus de 40 universités qui offrent un cours de médecine, mais j'ai choisi Nottingham pour plusieurs raisons. Premièrement, en Angleterre, il y a des universités qui offrent médecine en programme de 5 à 6 ans pour les étudiants qui veulent faire médecine directement après le bac. Et il y a des universités qui offrent médecine en 4 ans pour des gens qui ont déjà une licence. Dans la majorité des universités, en fait, c'est le même programme, sauf que pour les étudiants qui ont déjà une licence et qui rentrent dans le programme de 4 ans, ils commencent en 2e année. Mais si j'avais fait un programme comme ça, mes collègues dans ma classe auraient été des jeunes de 17-18 ans qui venaient de finir le bac. Il y a quelques programmes qui ont complètement séparé le programme pour les étudiants qui ont fini l'équivalent du bac et le programme pour les étudiants plus mûrs qui ont terminé déjà une licence ou qui ont déjà de l'expérience professionnelle. Et Nottingham était un de ces programmes. Et ça m'attirait beaucoup parce que ça voulait dire que dans ma classe, tous les autres élèves seraient des étudiants qui ont déjà un diplôme, qui ont au moins 21 ans ou plus, qui ont peut-être de l'expérience professionnelle. Et je me suis dit que ça serait un cadre dans lequel j'apprendrais plus et qui serait plus agréable pour moi, ayant déjà terminé un diplôme. Donc Nottingham
le fait qu'il y avait un cursus vraiment spécifique pour les gens avec une licence plutôt que d'être mélangé avec tout le monde était vraiment un critère important pour moi pour choisir. L'autre critère important, c'était de réfléchir où est-ce que j'avais le plus de chances d'être admise. Entre 40 programmes, ils sélectionnent tous d'une manière différente. Certains programmes donnent de l'importance aux notes. Certains programmes donnent de l'importance aux notes du lycée, d'autres donnent de l'importance aux notes pendant le diplôme de licence. Il y a certains programmes qui utilisent un examen qui s'appelle le GAMSAT, d'autres programmes qui utilisent un examen qui s'appelle le UCAT, d'autres programmes qui donnent plus d'importance au Personal Statement, qui est un document que l'étudiant doit écrire où il explique ses motivations pour faire des études de médecine. Donc, je regardais un petit peu tous ces différents systèmes et quel système pourrait favoriser ma capacité de rentrer dans le programme. Et Nottingham était un système pour l'école de médecine, pour des gens qui avaient une licence, qui donnait de l'importance à un examen qui s'appelle le GAMSAT. L'avantage du GAMSAT, c'était que je pouvais le faire 2 ans à l'avance, voir quelle note j'obtenais, et si j'obtenais une bonne note, utiliser cet examen pour les universités qui le considèrent. Donc j'ai fait le GAMSAT en avance, j'ai eu une note que j'ai vue qui était supérieure au minimum requis, et du coup ça m'a permis de faire une application entre guillemets sans risque, parce que je connaissais déjà ma note avant de faire ma demande d'entrée en école de médecine, et comme je connaissais déjà ma note et que je connaissais les notes nécessaires les années précédentes, j'avais pas de gros facteurs risques comparé à une école qui peut-être choisit plus sur le personal statement ou sur les notes, etc. Donc, j'ai beaucoup regardé, on va dire, la stratégie de réfléchir où est-ce que mon dossier serait vu d'une manière plus favorable. On remarque que vous avez été dans des pays, des universités et même dans des formations différentes. Et les procédures d'admission varient en fonction de tous ces paramètres. Vous pourriez nous présenter en quelques mots le processus d'admission dans vos formations respectives ? Oui, en effet, la procédure d'admission est très différente de celle en France. Ça se passe par UCAS au Royaume-Uni. C'est l'acronyme de Universities and Colleges Admission Services. Alors la date de clôture, c'est en janvier de l'année du bac, à part pour les universités d'Oxbridge, c'est-à-dire Oxford et Cambridge, et pour les études de médecine et les études vétérinaires, où la date de clôture est le 15 octobre. Alors en général, on commence ce processus pendant l'été avant de commencer la terminale. On reçoit des offres entre mars et mai de l'année du bac, mais généralement l'offre est faite sur la base de vos résultats du bac. Donc par exemple, pour un cursus scientifique, on pourrait vous demander d'obtenir 16, 16 et 15 au bac dans des matières scientifiques pour valider votre place à l'université. Toutefois, si on n'obtient pas ces résultats au bac, on a une deuxième chance d'être pris en clearance, mais pas forcément avec l'université de votre choix. Et cette procédure se fait également sur UCAS. Mais il faut attendre les résultats des Britanniques aux alentours du 6 août pour être informé des places qui restent. Alors sur UCAS, on vous demande plusieurs choses. Il faut d'abord mentionner les matières que vous allez prendre au bac, ainsi que les autres diplômes ou certificats que vous avez obtenus tout au long de votre parcours scolaire, même extrascolaire, donc que ce soit dans la musique, la danse, le sport, etc., ou lié à votre collège ou lycée, dans les langues ou même le secourisme. Il faut aussi fournir une lettre de référence concernant votre engagement dans les études. Donc ceci peut être fourni par un professeur ou un chef d'établissement. Et l'étudiant doit aussi écrire un personal statement. Par contre, j'ai aussi fait Parcoursup pour préserver le maximum de possibilités. Et c'est vrai qu'en fait, l'année universitaire là-bas commence fin septembre et se termine aux environs du mi-juin. Et souvent, les étudiants enchaînent avec un stage jusqu'à mi-fin août. Mais c'est pas du tout obligatoire, mais c'est vrai que c'est souhaitable pour plus tard, ça fait joli sur le CV.
En fait, j'ai dû faire Parcoursup juste parce que notre lycée nous l'obligeait pour avoir un plan B, un plan C. Pour McGill, j'ai dû envoyer mes notes de septembre à décembre de l'année de terminale. Et puis aussi les notes de seconde et de première. Et je pense aussi celles de la troisième. Et puis j'ai dû envoyer mes notes que j'ai reçues à un examen d'anglais qui s'appelle le CAE, qui teste le niveau de C1 en anglais. Et puis à la fin, après avoir obtenu les résultats du bac, mon directeur il a envoyé les notes que j'ai reçues à McGill directement. Alors moi j'ai eu une année assez particulière parce que lors de mon admission il suffisait d'avoir simplement 14 sur 20. Mais à partir de maintenant ils ont passé la note à 16 sur 20. Donc si vous avez cette note au bac c'est quasiment automatique l'admission. Mais si vous n'avez pas les notes qu'il faut, ça vaut toujours le coup d'essayer et puis d'envoyer une belle lettre de motivation, de se démarquer un peu peut-être en parlant de vos projets personnels, des réalisations que vous avez peut-être déjà fait, de votre TPE, tout ce genre de choses est toujours bon à mettre. Puis on dit que la vie appartient aux audacieux. Alors pour McGill, c'était très simple. J'ai fait une demande sur leur site web. J'ai rentré toutes mes notes du brevet, du collège, du lycée. Et c'était principalement basé là-dessus. Il n'y avait pas de personal statement à l'époque, mais bien sûr, ça peut changer. Et ça dépend vraiment des programmes. Pour la licence de sciences en nutrition, c'était simplement sur les notes. Alors que pour d'autres programmes, souvent, il peut y avoir un personal statement à écrire ou un entretien. Mais pour moi, ce n'était pas le cas. Pour les études de médecine à Nottingham, c'était beaucoup plus compliqué comme process. Pas vraiment compliqué, mais on va dire qu'il y avait beaucoup plus d'étapes. Alors la première étape, c'était comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je me suis enregistrée pour cet examen qui s'appelle le GAMSAT, qui est un examen qui teste les compétences verbales, donc la compréhension de texte, compétences en sciences, physique, chimie, biologie, ainsi que la compétence écrite. Il y avait un essai à écrire de 30 minutes. Donc je me suis enregistrée pour cet examen, j'ai préparé cet examen et ça c'était l'étape numéro 1 que j'ai fait 1 an avant de faire ma demande. Ensuite, la demande elle-même consistait à entrer toutes mes notes de licence et du lycée, ma note de l'examen, le GAMSAT, ainsi que d'écrire un personal statement. Et finalement, la dernière étape, c'était l'entretien. L'entretien consiste plutôt à un examen oral qu'à un entretien. Ce ne sont pas vraiment des questions, on vous demande des questions sur vous, mais ce sont des tests. C'est-à-dire, il y a des jeux de rôle, il y a des scénarios éthiques et on vous demande qu'est-ce que vous feriez dans cette situation. Il y a quelques questions aussi sur votre motivation et pourquoi vous voulez venir à l'université de Nottingham, par exemple. Mais la majorité sont vraiment sur des scénarios et de voir votre réaction, voir si vos réflexes sont professionnels, avec un bon sens de l'éthique. Et ensuite, la décision de qui est sélectionné est basée seulement sur l'entretien. Donc, le personal statement et l'examen, c'est ce qui permet d'obtenir l'entretien. Et ensuite, c'est vraiment l'entretien qui décide qui est admis. Très bien. D'ailleurs, une des particularités du processus de candidature dans les établissements supérieurs anglophones est ce qu'ils appellent le personal statement. Rania Iman et Diba, vous avez dû en préparer, alors pouvez-vous nous présenter brièvement cela? Oui, alors le personal statement, ça permet de démontrer votre compatibilité avec le cursus en question en présentant votre motivation, vos expériences antérieures, en incluant vos stages, des lectures personnelles, toutes vos activités extrascolaires, en incluant le bénévolat. Vraiment, en gros, ça permet de vous mettre en avant, de montrer que vous êtes en avantage par rapport aux autres candidats. Vraiment, il faut montrer que vous êtes le meilleur candidat possible pour ce cursus. Et il y a pas mal de liens sur Internet qui expliquent comment structurer ce personal statement dans un nombre limité de mots. Et le personal statement a 3 éléments principaux. Tout d'abord, montrer sa motivation pour médecine. Ensuite, montrer
que j'avais les compétences requises pour être un bon médecin. Par exemple, donner des exemples de quand j'ai travaillé en équipe ou quand j'ai fait preuve de bonne communication, etc. Et troisièmement, de montrer que j'ai une compréhension de la profession. C'est-à-dire montrer que j'ai déjà observé des médecins à leur travail, que j'ai une idée de la différence entre différentes spécialités. Donc pour préparer ça et pour avoir des choses intéressantes à écrire dans mon personal statement, l'été d'avant, j'avais fait à l'hôpital Bichat à Paris un mois de stage où j'observais un médecin et je travaillais avec un médecin. C'est-à-dire, je restais avec et j'aidais, j'observais, etc. Donc, pour rentrer en école de médecine en Angleterre, c'est très important d'avoir au moins 1 semaine ou 2 semaines d'expérience où vous avez observé un médecin à son travail. Et le reste du personal statement est principalement contient d'autres activités auxquelles j'ai fait part. Donc, par exemple, j'enseignais au Bétouline, donc je peux utiliser ça comme preuve de mon engagement avec la communauté ou comme preuve de ma capacité à enseigner ou à communiquer et comme quoi ça pourrait être utile en tant que médecin avec mes patients. Merci. Et sinon, en ce qui concerne votre emploi du temps, comment est-ce qu'il se structurait? Aviez-vous assez de temps pour le travail personnel? Oui, alors mon emploi du temps se structure entre cours en amphithéâtre, des tutoriels en petits groupes et des travaux pratiques en laboratoire. Le reste du temps, c'est du temps personnel, mais en fait, il faut vraiment le consacrer au travail personnel pour travailler pour les dates butoirs. C'est vrai que ça demande beaucoup de discipline et il faut vraiment savoir s'organiser. Il y a beaucoup de travail en groupe aussi. Mais c'est vrai que la façon de travailler est assez différente de celle qu'on nous a appris en France. À Londres, enfin, au Royaume-Uni, on nous donne vraiment le big picture, l'idée globale. De ce qu'il faut savoir, mais après c'est le rôle de l'étudiant d'aller chercher des connaissances supplémentaires, puisque c'est là où on va voir la différence entre une bonne note et une note excellente. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les examens en fin d'année sont en pourcentage. Oui, alors mon emploi du temps, j'ai environ 2 à 3 heures de cours en amphi par sujet que je prends. J'en prends 5 ce semestre. Du coup, et avec les laboratoires qu'on a en sciences, ça s'ajoute à environ 20 heures de cours par semaine. Et en fait, l'emploi du temps, il a des trous dedans. Par exemple, les lundis, moi j'ai 2 heures de cours le matin, et puis le reste de l'après-midi, j'ai rien. Donc, je dirais qu'on a beaucoup de temps en fait pour travailler. Mais le truc qui est le plus dur, c'est qu'il faut se motiver et il faut se dire je m'assois et je fais mon travail. Mais personnellement, moi j'ai assez de temps pour travailler de mon côté. Alors forcément, comme c'est une école polytechnique, ça demandait une charge de travail assez importante. Donc c'était important d'aller en cours parce que la présence n'était pas obligatoire. Sinon les cours se déroulaient de la manière suivante. On avait genre 2 heures de cours en amphithéâtre. Puis après on avait 2 heures d'exercice avec des étudiants assistants. Donc c'est vraiment bien d'en profiter parce qu'ils ont vraiment des bons conseils et puis ça permet de travailler en groupe en fait. Parce que c'est une école qui encourage le travail en groupe et qui encourage l'entraide. Donc profitez-en, trouvez un groupe de travail, travaillez ensemble. Et si vous êtes efficace durant les heures de cours, ça vous laisse tout le temps de faire ce que vous voulez à la fin. Bien sûr, il faut réviser un peu à la maison, mais après ça n'empêche pas de faire du sport, de se débrouiller le cerveau en jouant à des jeux vidéo ou en sortant en ville. Franchement, faites ce que vous voulez, mais il faut quand même s'amuser un petit peu, sinon c'est dur de tenir le coup. La structure était très différente à McGill et à Nottingham, et je pense que c'était plutôt lié au fait que je faisais une licence en sciences d'un côté et un diplôme en médecine de l'autre côté, plutôt que vraiment être un facteur de l'université. À McGill, dans ma licence en sciences, j'avais des cours en amphithéâtre avec parfois plus de 1000 personnes dans l'amphithéâtre et beaucoup des cours étaient déjà enregistrés et on pouvait les accéder quand on voulait de la maison en ligne. Même les cours où il fallait aller en personne étaient en principe aussi enregistrés pour pouvoir les réécouter avant les examens. Ça, c'était en 2004. Donc,
Aujourd'hui, on entend beaucoup de cours enregistrés à cause du Covid, mais en 2004, c'était déjà une pratique normale à McGill pour les cours qui avaient beaucoup d'étudiants. J'avais des séances de laboratoire où j'étais en binôme, et je dirais que les plus petits groupes dans lesquels je travaillais étaient des groupes de 20-30 personnes dans une séance de laboratoire. Donc il y avait quand même beaucoup d'interactions individuelles et il y avait beaucoup d'opportunités pour parler à nos professeurs en direct. Tous les professeurs avaient 2 ou 3 fois par semaine ce qu'ils appelaient open door, où ils étaient assis dans leur bureau avec la porte ouverte et on pouvait aller les voir pour discuter, poser des questions, et ils avaient ces séances chaque semaine. Donc c'était vraiment un contexte où c'était facile en fait d'approcher ces professeurs malgré le fait que les amphithéâtres avaient des tailles assez conséquentes. À Nottingham, c'était très différent. Mon cours était un cours qu'ils appellent PBL, ce qui veut dire Problem Based Learning. Et en fait, dès le départ, on était mis en petits groupes de 7. Donc on était en groupe et chaque semaine, on avait un nouveau cas sur lequel on travaillait. Un patient qui avait un problème et on apprenait l'anatomie, la physiologie et tous les autres domaines de médecine reliés au cas de la semaine. Donc on se retrouvait en groupe au moins 3 fois par semaine et il y avait beaucoup de recherches personnelles à faire. Il y avait des cours en amphithéâtre, bien sûr, mais ce n'était pas la majorité. La semaine était partagée où j'avais 2 ou 3 sessions par semaine d'expériences cliniques où par exemple on faisait des jeux de rôle avec des patients, avec des acteurs, on apprenait à prendre un historique médical, on apprenait à examiner, donc c'est vraiment le côté pratique. Il y avait peut-être 3 ou 4 amphis par semaine et le reste était vraiment en petits groupes. Et ça c'était pour les 2 premières années. Et ensuite les 3 dernières années ou les 2 dernières années dans mon cas du diplôme de médecine en Angleterre était vraiment passé à l'hôpital. Tous les 6 semaines, je changeais de bloc et je travaillais, entre guillemets, dans un département différent avec des cours peut-être 1 fois par semaine maximum. D'accord. Et justement, Rania Iman et Chaz, par rapport à votre temps libre, est-ce que vous êtes impliqués dans la vie associative de votre université ? Oui, alors il y a beaucoup d'associations pour tous les goûts et tous les genres, comprenant la musique, la danse, le sport et même le tricot. On est sûr de trouver sa passion. On a même la possibilité de créer sa propre association si elle n'existe pas déjà. La vie associative, elle permet vraiment de développer sa personnalité, de développer d'autres compétences dans des domaines variés. Elle permet aussi d'avoir des rôles assez importants dans l'organisation d'une association. Et c'est vrai que c'est très important d'agrémenter son CV. Et ça peut vraiment faire la différence entre 2 candidats qui postulent pour un même emploi. En ce qui me concerne, l'année dernière, j'étais manager de l'orchestre à cordes de UCL. Et nous avons préparé plusieurs concerts caritatifs. Et pendant le confinement, nous avons enregistré une vidéo, un morceau pour YouTube, avec le chœur de l'orchestre de l'association de musique. Et cette année, je vais être manta, c'est-à-dire marraine, pour les premières années. Et c'est vrai que ces rôles sont d'autant plus importants en raison du Covid, puisque c'est vrai que la vie étudiante va être bien différente des années précédentes. Oui, je suis assez impliquée dans la vie associative. Je trouve ça très important d'avoir cet équilibre et de socialiser avec d'autres personnes et de se détacher un peu de la vie académique. Ça devient dur parfois, mais voilà, ça aide beaucoup. Et à Montréal, on a un truc qui s'appelle MISA, c'est Montreal Ismaili Students Association. En fait, c'est tous les étudiants ismaélis de tous les établissements à Montréal qui se réunissent et qui font des activités ensemble, qui vont au Jamatrana ensemble. Et ça crée vraiment une atmosphère super amicale. Et ouais, j'ai été impliquée dans l'équipe exécutive de cette association pour les 2 dernières années. Et ouais, c'est super fun et les gens sont super sympas. En effet, les immersions dans les associations, comme toute forme de bénévolat d'ailleurs, peuvent être une bonne façon d'acquérir des compétences. Chahine, le choix de la Suisse est moins courant. Peux-tu nous décrire en quelques mots ton emploi actuel, les conditions de travail et la qualité de vie dans ton pays ?
Oui, c'est juste, je suis resté en Suisse. J'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé un travail dans une petite boîte, une petite start-up, où on travaille sur un robot désherbeur. C'est de la robotique agricole, où je travaille comme développeur R&D dans l'intelligence artificielle. C'est un travail qui demande quand même beaucoup d'heures. Le temps 100% en Suisse est de 42h30, donc on est un peu loin des 35 heures français. Mais, mais les entreprises sont assez ouvertes si jamais vous voulez faire des 80% ou travailler à temps partiel. Il y a cette possibilité ici. D'ailleurs, plein de gens le font. Très bien, alors il y a certainement des lycéens ou des étudiants qui nous regardent en ce moment et qui seraient peut-être intéressés par la poursuite d'études dans vos différentes villes. Quels sont les conseils que vous souhaiteriez partager avec eux aujourd'hui? Oui, alors je dirais que le Royaume-Uni est vraiment un très bon choix. Ça permet vraiment de poursuivre ses études supérieures dans un cadre très différent de celle en France. C'est vraiment une expérience très enrichissante. Le choix de l'université est très important. Il faut savoir que UCAS nous limite à 5 choix et pour la médecine, c'est 4 choix. Donc c'est très important de regarder les cursus à l'avance. Aussi, certains cursus demandent de passer des examens complémentaires pour valider votre demande sur UCAS. Donc ici, quelques universités sont plus exigeantes que d'autres en fonction du cursus. Donc c'est très important de bien regarder tout ceci en avance. Et aussi, il faut savoir que certains cursus ne sont pas reconnus en France. Donc c'est important de s'informer si le diplôme sera reconnu par la suite, si on veut travailler plus tard en France. Et c'est vrai qu'au-delà des études, c'est très enrichissant de rencontrer d'autres Ismaili par le biais de ISN, Ismaili Student Network, où il y a des étudiants qui sont représentants pour les universités. Et ça permet vraiment de créer un lien entre les Ismaili et les universités au Royaume-Uni. Les conseils que je voudrais donner, c'est que, comme j'ai dit, quand on postule les universités, elles ne voient que les notes de terminale de septembre à décembre. Donc il faut vraiment tout donner pendant cette période-là, parce qu'elles ne vont pas voir les notes de janvier à juin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler pendant cette période-là, mais septembre à décembre, c'est vraiment une période super importante. Et puis, je dirais aussi qu'il faut tout donner pour le bac normal. Mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est la dernière année du lycée. C'est la dernière année où on voit tous nos potes. Donc, il faut aussi en profiter, il faut trouver cet équilibre. Et quand vous aurez trouvé cet équilibre, ça vous aidera aussi à l'université parce que c'est un concept qui est très important. Oui, alors si vous voulez partir à l'étranger, je vous le conseille vivement. C'est vraiment une expérience hors du commun et c'est vraiment l'occasion de grandir, de découvrir le monde d'une autre manière. Et si vous hésitez dans quel pays choisir, je ne peux que recommander la Suisse parce qu'il y a vraiment un cadre de vie époustouflant. Genre à Lausanne, il y a un très grand lac, il y a une vue sur les montagnes à couper le souffle. Et puis c'est très moderne, c'est une vie très étudiante, très festive. Puis c'est vraiment un cadre de vie sûr. Il y a vraiment de très bonnes écoles. Il n'y a pas que le PFL, il y a aussi le PFZ à Zurich. Il y a la Haute École hôtelière de Lausanne qui est réputée mondialement. Il y a pas mal d'HEC, des facs de médecine et tout. Donc il y a votre bonheur ici. Et puis ça coûte pas très cher, donc profitez-en. Alors, mon premier conseil, c'est que si vous êtes intéressé pour aller en Angleterre ou au Canada, ça vaut vraiment le coup de chercher en détail et de comprendre comment fonctionnent les admissions, où est-ce que vous avez une bonne chance d'être admis. Le système n'est vraiment pas un système national, il est un système très différent d'une université à l'autre. Donc si vous regardez un diplôme ou une matière dans une université et que vous avez l'impression que vous ne pourrez pas y rentrer, il ne faut vraiment pas se décourager parce que c'est vraiment très différent d'une université à l'autre. Ils regardent et ils cherchent des choses différentes. Donc il y a en général moyen de trouver quelles sont les forces de votre application, quelles sont les faiblesses et de trouver la bonne université en conséquence. La deuxième chose, c'est que je dirais dans les deux cas, en Canada et en Angleterre, pour moi, une des choses qui a été le
le plus agréable et le plus facile qui m'a aidé à m'intégrer, c'est que la communauté ismaélie est grande et très accueillante. À Montréal, j'avais 17 ans et bien sûr, j'avais des membres de ma famille, mais même sans les membres de ma famille, quand j'allais au Canet, au bout de une fois, 2 fois, il y avait beaucoup de gens qui m'achetaient des nandis, me donnaient à manger, me proposaient de venir me chercher pour m'emmener au Canet, m'inviter pour faire Navros chez eux. Et c'est quelque chose qui est facile, qui est courant et qui est très intégré dans leur communauté. Ils ont l'habitude d'accueillir des étudiants internationaux et vraiment ils font beaucoup de choses pour que ce soit accueillant et facile. Donc même si vous n'avez pas de famille ou vous ne connaissez personne, il ne faut pas trop s'inquiéter. Il y a vraiment une communauté très accueillante. Et en Angleterre, c'est vraiment très similaire. Les gens sont tout aussi accueillants. La communauté a l'habitude d'avoir des étudiants internationaux et il y a beaucoup d'activités. Pour moi, venant d'un petit Jemaat en France, en Angleterre, les activités sportives, ismaélies, etc. sont très agréables pour rencontrer beaucoup de monde. Un aspect qu'il y avait au Canada qui m'a beaucoup plu, qu'il n'y avait pas en Angleterre, était que chaque université avait un Jemaat Kana étudiant. Ça crée vraiment... C'est une expérience unique qui est dure de reproduire ailleurs, je pense. Merci en tout cas pour vos conseils. Peut-être un dernier mot pour la fin? En tout cas, bonne chance et bon courage aux futurs bacheliers. C'est vraiment une page qui tourne. C'est d'être reconnaissant envers nos proches pour nous avoir soutenus jusqu'à aujourd'hui et sans qui on ne serait pas qui on est aujourd'hui. Et notamment, j'aimerais remercier mes parents qui m'ont donné l'envie d'étudier et qui m'ont donné les moyens et l'opportunité de travailler en Suisse. Peut-être un conseil que j'ai donné à beaucoup d'étudiants sur le temps qui voulaient faire médecine, mais je pense que c'est applicable à d'autres professions. Souvent, c'est très difficile de trouver les bonnes informations sur quelle est la note requise, particulièrement quand vous cherchez entre différents pays. Parce que sur les sites web, en général, les notes sont marquées dans le système éducatif du pays dans lequel vous faites les demandes. Je dirais que ça arrive souvent qu'un étudiant ait le sentiment qu'il ne pourra pas rentrer dans une certaine université ou dans un certain programme et que du coup, il change d'avis sur ce qu'il veut faire. J'ai moi-même rencontré beaucoup d'étudiants qui peut-être n'avaient pas les notes au lycée ou qui n'ont pas fait un parcours parfait en université. Et ça ne veut pas dire du tout qu'ils ne vont pas être très bons médecins ou qu'ils ne vont pas être très bons dans ce qu'ils décident de faire. Donc mon conseil, ça serait de ne pas être trop timide à demander de l'aide et à discuter avec des gens qui ont fait ça avant vous. Si vous avez le sentiment que peut-être une certaine université ou un certain programme n'est pas atteignable, en parlant, vous vous rendrez compte que peut-être beaucoup de gens, on pense qu'ils ont toujours eu des bonnes notes et ils ont été dans de très bonnes universités. Peut-être que ce n'a pas toujours été le cas. Et dès que vous avez le courage de parler de peut-être certaines faiblesses dans vos applications, j'espère que vous retrouverez qu'il y a beaucoup de gens prêts à aider. En tout cas, merci à vous quatre pour votre disponibilité et vos précieux conseils. C'était un réel plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Bon courage à tous. Maintenant, si vous êtes étudiant et que vous planifiez vos études à l'étranger, ce qui suit est pour vous. Votre vie étudiante peut être très différente de celle que vous pouvez imaginer. Vous pouvez arriver avec plein d'énergie et d'enthousiasme pour votre nouvelle vie, mais après quelques jours ou quelques semaines, vous pourriez vous sentir seul, désorienté, frustré, peut-être nostalgique ou encore déprimé. Vous pouvez aussi vous sentir dépassé par le changement de la météo, de la langue, de la culture ou encore du fuseau horaire. Il est normal de ressentir un tel choc culturel lorsque l'on voyage dans un autre pays, d'autant plus lorsque l'on se trouve loin de nos amis ou de nos proches. Il est donc important de se préparer et les points qui vont suivre vont vous aider. Tout d'abord, renseignez-vous sur votre pays de destination. Informez-vous sur les logements, sur l'assurance médicale, sur les procédures de visa.
Recherchez les modes de transport disponibles dans votre ville et la distance par rapport à votre école, au Jamaat Khana ou encore au commerce. Vérifiez régulièrement les emails que vous recevez et lisez-les très attentivement. Il est aussi impératif d'estimer votre budget et vos dépenses. Le deuxième conseil que je vous donne est d'établir un ou plusieurs contacts. Vous pouvez contacter les équipes d'Aga Khan Education Board de votre pays qui répondront à vos questions. Pour cela, n'hésitez pas à vous rapprocher des conseils nationaux de vos différentes juridictions. Le troisième point important est celui de rencontrer d'autres étudiants. La plupart des universités ont des réseaux d'étudiants internationaux où vous pouvez vous faire connaître. Vous pouvez aussi vous mettre en contact avec les associations Ismaili comme Ismaili Students Association ou encore le Aga Khan Youth and Sports Board. Maintenant, si vous êtes timide et que vous avez besoin d'aide pour bâtir votre réseau, l'un des meilleurs moyens pour rencontrer de nouvelles personnes est de faire du bénévolat. Cela vous permettra de servir le Jamaat, d'apprendre une nouvelle langue et bien sûr de nouvelles cultures. N'oubliez pas de rester en contact avec votre famille via WhatsApp, FaceTime ou encore un autre réseau. Aussi, si vous ne voulez pas trop vous ennuyer et vous sentir plus libre, c'est bien sûr le moment d'apprendre à préparer vos plats favoris, notamment vos samosas préférés ou encore l'excellent biryani de votre grand-mère. Donc faites attention à votre alimentation, mais pas trop non plus. Le dernier conseil que je vous partage est celui de vous donner du temps. Donnez-vous plus de temps pour accomplir les choses et vous adapter à votre nouvelle routine et vous réussirez. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés aujourd'hui sur Ismaili TV. Vous retrouverez le prochain épisode de ce programme le dimanche 1er novembre à la même heure. Je rappelle à nos amis canadiens que le passage à l'heure d'hiver au Canada aura lieu dimanche prochain et que vous devrez reculer vos montres d'1 heure. Je vous souhaite donc un agréable dimanche à tous et Ya Ali Madad.